puisque nous abordons déjà la question, vous vous rappelez également que Anatole Koldemakoso a présenté, évidemment, bon, quand il vante un peu son bilan économique, il dit que c'est positif. Il parle d'ailleurs d'un taux de croissance économique projeté à 3,6% pour 2026, nous y sommes. Et il dit que cela est tiré de la diversification économique. C'est là que je vous posais la question, comment expliquer ce paradoxe finalement? Non, mais ça, c'est une véritable entourloupe. Hein, c'est faux, archi faux. Vous savez que pour mesurer l'activité économique d'un pays, on s'appuie sur les indicateurs. Hein. Donc, on ne peut pas comprendre qu'en 2010, 2011, où nous avons eu un taux de croissance de près de 11%, eux, ils disent que c'est beaucoup plus le secteur hors pétrole, notamment l'agriculture. Alors que en 2010, nous avions un taux de croissance de près de 11% et la part de l'agriculture est à peu près de 5,6%. Et actuellement, on est à peu près autour de 8% dans le PIB. La part de l'agriculture dans le PIB congolais est à peu près de 8%. Et on ne peut pas comprendre qu'avec 8%, que cette part-là, qu'elle tire la croissance congolaise. On sait bien qu'au niveau de l'agriculture, à part le crime économique qui a failli se commettre avec les Rwandais, avec la vente des terres des Rwandais, qui n'a été stoppé que par la levée de bouclier du peuple congolais, il n'y a pas d'investissement dans le domaine agricole. Il n'y a pas grand-chose dans le domaine agricole. Donc, je ne vois pas où. Je tiens à vous rappeler que les investissements directs étrangers au Congo s'élèvent en termes de taux, à peu près 80% sont vers le secteur pétrolier. 80% du secteur pétrolier. Donc, dans le domaine agricole, il n'y a pas grand-chose. Plus, de toute façon, dans le reste, dans les autres secteurs, il n'y a pas que l'agriculture, il y a d'autres secteurs. Mais nous dire que c'est l'agriculture qui tirerait la croissance, c'est faux, archi faux. Puisque vous en parlez déjà, je suivais, Oui. comment on l'appelle, le ministre de la télécommunication, qui s'occupe un peu de l'Internet, qui disait que le Congo, en fait, il parlait même de plus de 6 millions Oui, lui là, d'abonnés. voilà, c'est faux, archi faux. Ça, ce sont les chiffres Et je me récents. posais la question de savoir comment dans un pays qui Non, compte 6 millions d'habitants, il peut avoir 6 millions d'abonnés, 6 millions de personnes non. connectées. Comment expliquer? Donc même les bébés ou même ceux qui ne sont pas encore nés là, ils sont déjà connectés. Non, c'est faux, archi faux. Ce sont les données de Data Report 2025. Vous pouvez le vérifier. Aujourd'hui, il y a Internet, tout le monde peut vérifier. Demandez le taux de pénétration d'Internet au Congo. Vous aurez les chiffres tout de suite. 38%. Tout ça, c'est l'entourloupe. C'est-à-dire qu'ils viennent pour nous parler des choses qui n'existent pas, juste pour faire beau, dire que voilà. Oui, mais qu'est-ce qui peut expliquer ça? Qu'est-ce qui peut expliquer ce comportement-là où on vient Mais voilà, parler des choses où en réalité eux-mêmes savent que ça n'existe pas. C'est-à-dire, on est en train de vendre aux Congolais un pays imaginaire. Voilà. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? non, mais parce que pour eux, les Congolais n'ont pas la capacité d'aller vérifier certaines choses. Et surtout, même si on vérifie, on le dira où. La contradiction se fera où? Puisque dans les télés comme Télé Congo, tu ne peux pas venir dire ces choses-là. Voilà. Heureusement que, bon, des télés comme vous existez. Sinon, tu iras le dire où? Ils vont vous dire, voilà, on crée les emplois, écoutez, le taux de chômage. Mais tu iras le dire où? Puisqu'on n'a pas accès aux médias d'État. Salut à tous, mesdames, messieurs. Bonjour et merci de votre fidélité à R7 et bienvenue dans Droit de savoir. Le Congo se prépare à une nouvelle élection présidentielle prévue pour les 12 et 15 mars 2026, donc dans 2 mois. L'heure est donc au bilan. Malheureusement, le gouvernement congolais semble davantage s'illustrer par des contre-vérités laissant à penser qu'il est totalement déconnecté
des réalités quotidiennes de la population congolaise, soit dans une forme de déni de la réalité. Mais pourquoi? Avec moi sur ce plateau, Jess Diamungwassi pour décrypter certaines affirmations du gouvernement congolais sur son bilan économique. Bonjour Jess Diamungwassi. Bonjour et bonne année, mon cher Christian Perrin. Et donc, avant de commencer l'émission, je tiens vraiment à vous féliciter pour le Merci. travail que vous abattez dans le cadre de la vulgarisation de l'information dans notre pays, ce qui n'est pas fait par les organes gouvernementaux. Une fois de plus, je vous félicite. Merci beaucoup, Jess Diamungwanti, économiste engagé, membre de la diaspora patriotique, ingénieur de production dans le domaine bancaire, auteur de plusieurs articles politiques et économiques sur les sites d'information sénégalais et ivoiriens. Jess Diamungwassi, nous allons commencer par l'actualité. Vous le savez, l'actualité, c'est d'abord le sommet extraordinaire qui se tient à Brazzaville depuis ce matin sur fond de tensions économiques. Il y a d'abord le problème de l'érosion des réserves de change régionales pour les pays d'Afrique centrale. Elles sont évaluées à peine à 4 mois d'importation. Les raisons principales de cette érosion est une réduction des recettes du fait notamment de la baisse des cours des matières premières. C'est quand même paradoxal dans les pays où on nous a parlé de la diversification de l'économie. En fait, la fragilité des économies donc de la CEMAC, notamment nos pays, à nous, le Congo, le Gabon, le Cameroun, qui dépendent du pétrole, est due au fait que ces économies n'ont jamais été diversifiées et que donc le PIB de ces économies est basé essentiellement sur le pétrole. Donc effectivement, quand les prix baissent, il y a des répercussions automatiques. Mais là n'est pas l'essentiel du problème, parce que depuis décembre 2024, lors d'une rencontre des pays de la CEMAC, sous l'instigation du FMI, donc des recommandations ont été faites d'une certaine discipline budgétaire et plutôt mobiliser les ressources de telle sorte qu'il y ait de pallier au déficit au niveau des réserves de change. Si vous vous souvenez, il y a à peu près 2 ou 3 ans, le franc CFA de la CEMAC a failli être dévalué. Heureusement que des économies solides comme le Cameroun et dans une moindre mesure la Guinée équatoriale se sont beaucoup impliqués pour qu'on évite donc ce désastre. Donc en gros, le problème dans les pays de la CEMAC, notamment dans notre pays, c'est un problème qui est dû au fait qu'on continue toujours à s'appuyer sur les produits pétroliers. Lorsqu'on parle d'à peine 4 mois voilà, d'importation, quels sont les risques encourus par les pays membres de la CEMAC? Non, mais le grand problème, c'est que là, il n'y a plus assez de réserves de change, puisque les réserves de change sont fournies notamment par les recettes d'exportation. C'est plus le cas. Donc, nous, on exporte essentiellement les produits primaires, donc qui n'ont pas assez de valeur ajoutée, notamment le pétrole. Donc, quand le cours du pétrole baisse, effectivement, on n'a pas plus. Il n'y a rien pour essayer de reconstituer nos réserves d'échange, pour participer à la reconstitution de nos réserves d'échange. Donc, c'est à ce niveau-là. Alors que Est-ce si que, notre oui, était diversifié, on n'allait pas compter que sur le pétrole. mais est-ce que cela veut dire qu'on peut finalement s'attendre aussi à une nouvelle dévaluation, c'est ça, de la monnaie CFA? Oui. Oh, mais je crois que à long et moyen terme, je crois que ce ne serait pas possible parce que dans une économie, il y a plein de choses qui se tiennent. Aujourd'hui, une monnaie CFA dévaluée au niveau de l'Afrique centrale, ça poserait problème même au niveau de la France. Donc la France ne l'accepterait pas. La France fait tout, même si c'est le FMI qui impose la marche à suivre, mais la France ferait tout pour que cette monnaie ne soit pas dévaluée. D'ailleurs, les réserves d'échange, je te rappelle que les réserves d'échange de la CEMAC viennent en partie du FMI, mais cela parce qu'il y a une espèce de caution de la France. Parce que la France ne veut pas qu'il y ait
une véritable débâcle dans la CEMAC. Puisque nous abordons déjà la question, vous vous rappelez également que Anatole Koldemakosso a présenté évidemment, bon, quand il vante un peu son bilan économique, il dit que c'est positif, il parle d'ailleurs d'un taux de croissance économique projeté à 3,6% pour 2026, nous y sommes, et il dit que cela est tiré de la diversification économique. C'est là que je vous posais la question, comment expliquer ce paradoxe finalement? Non, mais ça, c'est une véritable entourloupe. Hein, c'est faux, archi faux. Vous savez que pour mesurer l'activité économique d'un pays, on s'appuie sur les indicateurs. Hein. Donc, on ne peut pas comprendre qu'en 2010, 2011, où nous avons eu un taux de croissance de près de 11%, eux, ils disent que c'est beaucoup plus le secteur hors pétrole, notamment l'agriculture. Alors que en 2010, nous avions un taux de croissance de près de 11% et la part de l'agriculture est à peu près de 5,6%. Et actuellement, on est à peu près autour de 8% dans le PIB. La part de l'agriculture dans le PIB congolais est à peu près de 8%. Et on ne peut pas comprendre qu'avec 8%, que cette part-là, qu'elle tire la croissance congolaise. On sait bien qu'au niveau de l'agriculture, à part le crime économique qui a failli se commettre avec les Rwandais, avec la vente des terres des Rwandais, qui n'a été stoppé que par la levée de bouclier du peuple congolais, il n'y a pas d'investissement dans le domaine agricole. Il n'y a pas grand-chose dans le domaine agricole. Donc, je ne vois pas où. Je tiens à vous rappeler que les investissements directs étrangers au Congo s'élèvent en termes de taux, à peu près 80% sont vers le secteur pétrolier. 80% du secteur pétrolier. Donc, dans le domaine agricole, il n'y a pas grand-chose. Plus, de toute façon, dans le reste, dans les autres secteurs, il n'y a pas que l'agriculture, il y a d'autres secteurs. Mais nous dire que c'est l'agriculture qui tirerait la croissance, c'est faux, archi faux. Puisque la part de l'agriculture n'a pas du tout augmenté dans le PIB. On est là. Peut-être qu'il y a d'autres secteurs, qui sait? Oui, mais non, mais moi, je tiens compte de la communication gouvernementale. Le Premier ministre Makosso l'a dit, le ministre Ngassé aussi l'a rappelé pour dire que cette croissance est tirée par l'agriculture. C'est faux, archi faux. Puisque la part, les chiffres sont là, les chiffres de la Banque mondiale, les chiffres de la CEMAC sont là. La part de l'agriculture dans le PIB du Congo n'a pas beaucoup changé. Et elle est à peu près de 8 à 9%. Voilà, donc ça c'est faux. C'est pour vous dire que l'économie du Congo n'a même pas amorcé le processus de diversification. On n'en est même pas là. On n'en est même pas là. Évidemment, tout à l'heure, vous rappeliez qu'en 2011, le taux de croissance était à 11%, à deux chiffres. 11%, oui. Voilà, 11%. Et parlons évidemment de l'économie. Anatole Koline-Makosso a semblé dire qu'avec un taux projeté, comme je l'ai dit tout à l'heure, de 3,6% en 2026, ils vont créer d'emplois pour les jeunes. Est-ce que ça se comprend? Si déjà Non, en 2011, ils n'ont pas pu créer d'emploi, est-ce je possible en je veux vous expliquer pourquoi c'est encore une entourloupe. Alors, étant donné que la croissance du PIB du Congo est tirée par les hydrocarbures, cette croissance, les économistes, le terme économique, il dit que c'est une croissance qui n'est pas inclusive, c'est-à-dire pauvre en création d'emplois. Il y a une création d'emplois quand la croissance est tirée par les dynamiques entrepreneuriales endogènes. En termes clairs, ça veut dire que ce sont les petites et moyennes entreprises qui créent l'emploi. Quand les commandes d'une entreprise augmentent, ils embauchent. Quand ils embauchent, ils donnent du pouvoir d'achat à la population et la population consomme, ce qu'on appelle la demande intérieure. Les produits congolais doivent d'abord être consommés par les Congolais, mais on ne peut pas prétendre parler d'un développement avec une population pauvre. Voilà. Donc, c'est aussi simple que cela.
Le chômage, j'ai suivi dernièrement le ministre, je crois, de l'économie, Ngatse, qui disait que de 2020 à 2025, ils ont créé 25 000 emplois. Mais où? Dans la fonction publique. Tenez-vous bien. 25 000 emplois de 2020 à 2025 dans la fonction publique. Ça, ce sont pas... Il y a les gens qui vont en retraite, etc. Et puis, on sait bien que tout le monde le sait. Vous pouvez le vérifier sur Google ou ailleurs. On vous dira que le Congo est censé avoir 80 000 fonctionnaires, alors qu'en réalité, il n'y a que près de 64 000. Le reste, ce sont des fonctionnaires fictifs. Donc, des gens qui sont recrutés par le système rodé depuis très longtemps, qu'on connaît le Yakanokinoki. Oui, évidemment, on en a même recensé, je crois, c'est Villard qui était le Canadien, hein, le directeur général canadien, qui était au CHU, qui avait initié ce contrôle où on s'est retrouvé avec près de 250 agents, d'abord sans diplôme, et 150 agents fictifs. Et il en existe aussi à la présidence de la République. Et voilà. Curieusement. Alors, tout à l'heure, on parlait donc de la misère. Et c'est ce paradoxe où moi, je veux un peu comprendre. Lorsque Anatole Koliné-Makosso se satisfait de son bilan, parce que pour lui, son bilan est satisfaisant. Il parle même en toute transparence. C'est un livre qu'ils ont édité pour expliquer aux Congolais que le bilan, il est positif. Mais vous savez que le Congo, Brazzaville, traverse actuellement une crise multidimensionnelle, il faut le dire comme ça, et également une grève, j'allais dire, quasi généralisée de la fonction publique, en partant de l'université Mariangwabi, les hôpitaux, jusqu'à l'heure où nous réalisons cette émission. L'université Mariangwabi est en grève depuis novembre dernier. Aujourd'hui, nous sommes le 22 janvier 2026. Le dialogue engagé entre le gouvernement congolais et les syndicats de l'université Mariangwabi ce 19 janvier n'a pas permis de mettre fin au mouvement de grève qui paralyse l'enseignement supérieur depuis plusieurs mois. Le collectif se montre catégorique. Il n'y aura aucune levée de grève sur la base des simples promesses. Les syndicats exigent des garanties pour l'avenir. On peut dire la réunion a accouché d'une souris. Parce qu'on ne s'est pas entendu. Pour lever la grève, il faut qu'ils nous payent d'ici la fin de ce mois un mois de salaire. Soit le mois de novembre 2025 ou le mois de décembre 2025 ou encore le mois de janvier qui va vers la fin. Nous n'acceptons pas des démarches dictatoriales. En plus de cela, si ce mois est payé, il faudrait qu'on se retrouve avec le gouvernement pour signer un relevé de conclusion pour dire ce qui arrivera des mois à venir. Pour signer un protocole d'accord. On ne peut pas lever une grève sur la base de la dictature des impositions. Les hôpitaux, les grands établissements hospitaliers sont en grève. Vraiment, parce que si big portail fermé, salle d'urgence déserte, nouveaux malades refoulés, patients hospitalisés abandonnés à leur trésor. C'est le constat fait le matin du 18 juin par notre équipe de reportage à l'hôpital général de Luandjili. Les agents de santé de cet hôpital réclament le paiement de leurs revenus impayés qui ont atteint plus de 21 mois d'arrêt de salaire. Au moment où on a recueilli les images, la direction générale et l'intersyndicale étaient en réunion pour trouver une solution palliative à cette crise. Mais hélas, ces travailleurs ont refusé toutes les propositions de la directrice générale. On est en assemblée générale et cette assemblée générale a produit une déclaration des travailleurs de ces trois structures, l'hôpital général de Luandjili, l'hôpital général de Ngoyo et l'hôpital général Adolphe Cissé. Sur cette déclaration, les travailleurs de ces structures ont donné un délai au gouvernement de 7 jours pour qu'on paye le mois d'avril et mai. Madame la directrice a sollicité à ce que nous puissions avoir le service minimum. Donc c'est ce qu'on a dit. On est dans l'incapacité de prendre des décisions pour permettre de mettre le service minimum à l'hôpital général de Luandjili. Désemparée, une garde malade s'est dite déçue de voir des personnes en détresse. Elle a ainsi appelé les autorités compétentes à résoudre ce problème le plus vite possible. Ça fait 28 mois
que le corps médical n'est pas payé. C'est insensé. Alors, comment voulez-vous qu'ils puissent bien nous recevoir? Comment voulez-vous qu'on puisse bien travailler et en plus dans les conditions archaïques? Il y a encore des brancardiers qui sont malheureusement au manque de salaire. Nous sommes obligés de les entretenir. Parce que sinon, votre malade va rester en bas. Or que le brancardier, l'aide-soignant, l'infirmier, ils sont là justement pour aider le médecin. Et si eux déjà, ils ne sont pas payés, les médecins, je ne sais même pas comment ils font pour vivre. Je suis resté au moins 1 heure en bas parce que je ne pouvais pas monter. C'est incroyable. Comment ils font pour vivre? Un père de famille, une mère de famille va venir travailler tous les jours et à la fin du mois, elle n'aura que ses yeux pour pleurer. Pour ces agents, le paiement de leur salaire est la condition sine qua non pour répondre du service. Cette situation est aussi similaire dans les autres hôpitaux généraux de Pont-Noir, notamment à Ngoyo et Adolphe Cissé. Une situation inquiétante qui appelle à une solution efficace et durable dans le secteur de la santé. D'accord. Et donc, vous avez l'université, vous avez les mairies du Congo. Et je rappelle ici, d'ailleurs, il y a des fonctionnaires qui cumulent jusqu'à 98 mois d'arriérés de salaire. Le CFCO est devenu ce qu'il est, les routes, vous savez. Mais alors, on vient présenter ce tableau pour dire que la croissance est projetée à 3,6%. Oui, mais... Comprendre par là concrètement, non, mais... dans un pays où la misère est vraiment perceptible, plus rien ne marche, mais on vous dit qu'il y a une croissance attendue à 3,6%. La croissance, évidemment, c'est un indicateur important parce qu'il mesure l'activité économique d'un pays. Comment est-ce que les richesses qui ont été produites dans le pays pendant 1 an. Bien. Mais il s'avère que cette croissance reste, je le rappelle, on peut regarder les chiffres, reste tirée par les produits pétroliers. Donc, je le dis, ce secteur pétrolier, vous verrez ce qui se passe ailleurs, les pays pétroliers, à moins que le gouvernement fasse des efforts de la diversification. Sinon, quand on investit dans le secteur pétrolier, c'est un secteur capitalistique. Je reprends, c'est un secteur capitalistique qui a besoin de capitaux, mais n'a pas besoin de main-d'œuvre. Donc, on peut aujourd'hui avoir une croissance importante tirée par les hydrocarbures, mais il n'y aura pas création d'emplois parce qu'on a beaucoup plus besoin de capitaux pour créer justement ce PIB, la croissance du PIB. On n'a pas besoin du monde. Je vous ai pris l'exemple d'une petite entreprise qui, quand il y a une augmentation de commandes, embauche. Quand on embauche, on réduit le chômage. Ce n'est pas le cas dans le secteur pétrolier. Donc, l'effort doit être fait par le gouvernement plutôt dans la justice sociale, en investissant dans d'autres secteurs, les secteurs hors pétrole. Or que, comme vous savez, malheureusement, le Congo a voulu, le gouvernement, enfin, je vais dire M. Sassou, depuis un certain temps, a voulu créer ce qu'on a vu au Nigeria, les capitaines d'industrie. Malheureusement, ces critères sont restés les critères qu'on a connus, c'est-à-dire qu'il ne prend pas les gens en fonction des ambitions, en fonction de leurs compétences. Il a donné de l'argent, laissez-moi parler de façon triviale, aux gens qui sont proches de son ethnie, qui n'avaient aucune compétence, qui n'avaient qu'un seul souci de s'enrichir. Donc, on a entendu parler des milliardaires, je ne vais pas citer les noms, on les connaît tous, mais qui sont incapables de créer un seul emploi. Alors qu'au Obasanjo, au Nigeria, ce qu'il avait fait, il a donné de l'argent aux capitaines, il a créé des capitaines d'industrie. Les Dangote viennent de là. Mais chez nous, malheureusement, ce n'est pas le cas. Parce qu'on est resté dans le népotisme. Voilà. Mais nous, il y a tout. Je ne sais pas si vous êtes en train de suivre les activités d'un certain Ominga, qu'on appelle le directeur général de la SNPC, qui est devenu l'homme à tout faire, on le voit partout, construire les écoles, les hôpitaux. Et je posais même la question sur ce même plateau à un invité pour dire, est-ce que c'est la catégorie des nouveaux riches ou des groupes d'affaires qu'on est en train de... Non, mon cher Christian Perrin.
Ominga gère l'argent de la SNPC, qui est une société étatique. Ce n'est pas son argent. Ce n'est pas son argent. On ne peut pas dire aujourd'hui que Dangote gère l'argent du Nigeria. C'est son argent. Voilà. On n'a pas de capitaine d'industrie. Chez nous, malheureusement, ce que Diawara critiquait déjà dans les années 70, ce qu'on parlait, on parlait de l'obumitrie, l'oligarchie bureaucratique, tribalo Militaire. militaire. Voilà, tribalo militaire. Nous voyons nos généraux qui sont tous devenus des milliardaires, sans cause. Mais oui, ça aussi c'est un fait, comme vous le dites. Hein, je ne sais pas si ça existe aussi ailleurs, mais les plus riches au Congo sont des officiers supérieurs. Et ça, vous allez remarquer que tout ce qu'on a décrié à la conférence nationale, le népotisme. Les chefs d'entreprise issus de l'intersyndicale des opérateurs économiques sont montés au créneau suite au non-paiement de leurs créances 2024 et 2025. Des situations pourtant acquises, mais qui restent sans solution à cause de ce qu'ils qualifient d'attitude sélective de la tutelle. Il s'avère que quand ils ont publié les créances de la CCA, ils ont sélectionné par rapport à leur affinité. Par rapport à cela, nous avons sollicité des audiences auprès du ministre des Finances. Pas de réponse. Nous avons sollicité des audiences auprès de la primature, auprès de la Commission économique de l'Assemblée nationale, la Commission économique du Sénat. Nous travaillons avec l'État. C'est notre partenaire. Comment il se fait que pour commencer à payer, il faut sélectionner, il faut trier. Ces entrepreneurs qui croupissent sous le poids des engagements de leurs employés et certaines banques appellent au paiement de leurs créances pour des services réalisés au bénéfice des administrations publiques. Nous condamnons la sélection des paiements au niveau de CCA. L'obumitrie, le détournement des biens publics c'est devenu une véritable mode au Congo. Parce que quand on nous parle de la corruption, qu'on cherche à maîtriser la corruption, je tiens à vous rappeler que l'indice de corruption du Congo, c'est 23 sur 100. C'est-à-dire que plus tu es proche de 100, plus le pays est moins corrompu, comme les Seychelles, comme l'île Maurice, ils sont dans les 72 sur 100, 76 sur 100. Nous sommes à 23 sur 100. Ça veut dire que le Congo est un pays corrompu. Donc, et malheureusement, rien n'est fait pour éradiquer cette corruption. Donc, ce qui fait que, écoute, l'argent issu des hydrocarbures est malheureusement planqué dans les paradis fiscaux. Et ça, tout le monde le sait. Et d'ailleurs, l'émission que vous faites tout le temps, en fait, tous les samedis avec notre grand frère Mirassa, il rappelle tout le temps qu'il y a 4 Congolais qui ont planqué près de 5 500 milliards de francs CFA. C'est beaucoup d'argent en plus. Donc, beaucoup trop d'argent. Mais parlons un peu du climat des affaires au Congo, Brazzaville. Pensez-vous qu'il présente un attrait y a-t-il des éléments encourageants qui peuvent attirer les investisseurs au Congo? Alors, malheureusement, le climat des affaires au Congo est très médiocre. Les derniers chiffres que j'ai, il faut 37 jours pour créer une entreprise au Congo, en République du Congo, alors qu'il en fait 7, même en République démocratique du Congo qui est en guerre, 7 jours en Côte d'Ivoire, 48 heures au Sénégal quand le dossier est prêt. Voilà. Et il faut au moins 18 démarches, non, plus de 15 démarches au Congo pour arriver, effectivement, non seulement il faut attendre 37 jours, il faut au moins 15 démarches fastidieuses. Voilà. Et en plus, quand on fait les affaires, il faut arriver dans un environnement propice aux affaires. C'est-à-dire qu'un homme d'affaires qui vient investir aujourd'hui, par exemple, dans les nouvelles technologies, il n'ira pas loin. Parce que nous avons un souci d'Internet. Je tiens à rappeler que le taux de pénétration d'Internet au Gabon, à côté, est de 127%. Ça veut dire que quelqu'un qui a 1-2 connexions
Et nous, en République du Congo, on est à 38%. Mais pourtant, puisque vous en parlez déjà, je suivais, comment on l'appelle, le ministre de la télécommunication, qui s'occupe un peu de l'Internet, qui disait que le Congo, en fait, il parlait même de plus de 6 millions Oui, lui là, d'abonnés. voilà, c'est faux, archi faux. Ça, ce sont les chiffres Et je me récents. posais la question de savoir comment dans un pays qui Non. compte 6 millions d'habitants, il peut avoir 6 millions d'abonnés, 6 millions de personnes connectées. Comment expliquer? Donc même les bébés ou même ceux qui ne sont pas encore nés là, ils sont déjà connectés. Avant de parler de la poste, je voulais quand même vous donner des chiffres parce qu'on parle d'un bilan. Un bilan, il faut qu'il soit quand même aussi chiffré. Je vous dis, le Congo, j'ai reçu les chiffres ce matin, pour 2025, au niveau de la téléphonie mobile, on a un actif d'abonnés de 6 174 000 Congolais qui sont abonnés à la téléphonie mobile. Le chiffre d'affaires pour les opérateurs, pour les 6 millions, 93 milliards 699 millions de francs CFA. L'Internet fixe, nous avons 3 752 000 Congolais qui sont abonnés à l'Internet fixe. Et le taux de pénétration, on est en gros dans les 60%. Et le revenu, c'est 51 milliards de francs CFA. Non, c'est faux, archi faux. Ce sont les données de Data Report 2025. Vous pouvez le vérifier. Aujourd'hui, il y a Internet, tout le monde peut vérifier. Demandez le taux de pénétration d'Internet au Congo. Vous aurez les chiffres tout de suite. 38%. Tout ça, c'est l'entourloupe. C'est-à-dire qu'ils viennent pour nous parler des choses qui n'existent pas, juste pour faire beau, dire que voilà. Oui, mais qu'est-ce qui peut expliquer ça? Qu'est-ce qui peut expliquer ce comportement-là où on vient voilà, parler des choses où en réalité eux-mêmes savent que ça n'existe pas? C'est-à-dire, on est en train de vendre aux Congolais un pays imaginaire. Voilà. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Non, mais parce que pour eux, les Congolais n'ont pas la capacité d'aller vérifier certaines choses. Et surtout, même si on vérifie, on le dira où? La contradiction se fera où? Puisque dans les télés comme Télé Congo, tu ne peux pas venir dire ces choses-là. Voilà. Heureusement que, bon, des télés comme vous existez. Sinon, tu iras le dire où? Ils vont vous dire, voilà, on crée les emplois, écoutez, le taux de chômage. Mais tu iras le dire où? Puisqu'on n'a pas accès aux médias d'État. Voilà. Dias Diamongwassi, nous parlions tout à l'heure de la dette, voilà, ou de l'économie, puisqu'on parle du bilan économique, dont sur ce volet, bien sûr, le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso a affirmé que la dette congolaise a été réduite. Or, je sais qu'en 2021, lorsqu'il prend évidemment les fonctions à la primature, le Congo était déjà à 98 voilà, % de son PIB, la dette publique. Et 5 ans plus tard, c'est-à-dire que prenons fin 2025, c'est ça, le Congo était, ou jusqu'à maintenant où nous réalisons cette émission, c'est autour de 99% du PIB. Comment expliquer ça? Comment comprendre ce qu'Anatole Koliné-Makosso appelle par la réduction de la dette? C'est l'entourloupe et la fuite en avant. Parce qu'en réalité, de quoi s'agit-il? Alors, vous avez été tous au courant des mésaventures de celui qui est allé s'endetter à la CEMAC avec l'émission des titres bons et titres obligations du Congo, à hauteur de 3, qui a provoqué une dette de près de 3 000 milliards. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Étant donné que la signature du Congo n'est plus bonne, ils vont s'endetter sur le marché. Pardon, Jess Diamongwassi, de vous arrêter comme ça. Vous parlez d'une dette, c'est-à-dire un supplément de 3 000 milliards. Est-ce qu'on peut... Mais les bons et les obligations et titres congolais que le fameux Dongo a émis au niveau Zidane. Ça a provoqué justement près de 3 000 milliards de dettes. Parce que quand, je vais l'expliquer dernièrement dans une émission, que quand on émet des titres et obligations, c'est une dette qu'on crée. Donc ça, c'était une façon de financer l'économie qui était permis au niveau de la CEMAC depuis 2014. Je rappelle que le Congo était le dernier arrivé à ce marché, mais s'est retrouvé avec une dette colossale. Maintenant, comme ils ont épuisé
cette façon de financer l'économie, vous étiez peut-être au courant, qui sont allés sur le marché international avec les eurobonds. Les eurobonds, ce sont les titres, obligations qui sont émis en dehors de votre zone, donc sur le marché. Ce qui fait que pour faire l'équivalent avec un crédit, quand vous faites les crédits à la consommation, par exemple, vous verrez que les taux sont très, très élevés parce que le risque est très élevé. Donc, les eurobonds, le taux est autour de 10%. Alors que quand ils émettaient des titres obligations à échéance, c'est autour, maximum, c'est 6%. Donc, la dette est creusée, évidemment, parce qu'on vous donne de l'argent. Et c'est de l'argent cher, si vous voulez. Donc, ce qui fait que... En fait, ça rappelle un peu les fonds vautours, c'est ça? Oui, mais en fait, c'est comme si vous faites... par exemple, ici en France, il y a des systèmes comme, comment dirais-je, Cofidis et autres. Vous faites un petit crédit à la consommation, les taux d'intérêt sont même jusqu'à 30%. Parce que le risque est là-dedans. Donc, c'est ça, les eurobonds fonctionnent comme ça. On vous prête de l'argent, mais avec un taux très élevé. Donc, à maturité, vous avez une dette importante, vous avez un remboursement de dette important. Ce qui fait que le service de la dette du Congo actuellement est très important. Près de, je crois que j'ai le chiffre par là, près de 1249 milliards de service de la dette. Voilà. 80,5% de la dette intérieure. Et le reste, avec les partenaires. Et quelles sont donc les implications sur le plan économique, j'allais dire, du Congo, sur, voilà, lorsqu'on va, par exemple, sur ce marché? Mais quand on s'endette de cette manière, ça handicape l'économie. Si vous voulez, les mécanismes de stabilisation macroéconomique ne fonctionnent plus correctement. Parce que le service de la dette est remboursé, vous ne pouvez pas investir. Chaque année, il faut 1249 milliards pour rembourser la dette. Voilà, je crois que alors que généralement, quand on lit un peu les projets de loi, c'est autour, depuis je crois 2 ans, 3 ans, c'est autour de 2500 milliards. Et dans le même temps, il faut rembourser plus de 1200 millions. Oui, il y a le principal et le taux d'intérêt qu'il faut rembourser. Donc c'est ça. Quand on parle de service de la dette, c'est ça. Il y a le principal et le taux d'intérêt. Quand une dette arrive à maturité. Donc c'est ça qui se passe. Ce qui fait que ça bloque vos possibilités d'investissement. Voyez-vous, je l'avais dit dans une émission ici que la dette, en fait, n'est pas mauvaise en soi. Hein? Une bonne dette permet de soutenir la croissance et même de créer les emplois. Ça, c'est une bonne dette. Or, nous avons des dettes que moi, je vais appeler des dettes toxiques, qui ne servent qu'à boucher les trous, à combler les déficits budgétaires. Cette dette n'est pas du tout bonne. C'est-à-dire, on va s'endetter pour rembourser les dettes. Oui, ça. Les trous et tout. Je crois que je l'avais expliqué et que tout le monde le sait. Le Japon, il est des pays les plus endettés avec 240%. Mais sauf que la dette japonaise, c'est une dette intérieure. Le Japon est endetté auprès des banques japonaises. Et les obligations qui sont faites, qui sont émises au Japon, sont achetées, si vous voulez, par les patriotes. Le taux d'intérêt est insignifiant, c'est-à-dire 1% ou 0%. Oui, ils avaient commencé à le faire aussi au Congo, Brazzaville, là où ils émettaient, voilà, ils faisaient des émissions comme ça, qui étaient, je crois, voilà, accessibles à tous les Congolais. On a suivi ça à un moment donné. Après, ils sont passés sur le plan régional. Vous avez parlé de la CEMAC tout à l'heure, et après on va vers les eurobonds. Mais qu'est-ce qui les empêche de continuer avec des émissions au niveau de la CEMAC pour qu'ils aillent finalement s'endetter à des taux, mais vraiment, j'allais dire, scandaleux, tel que vous l'avez dit tout à l'heure. Dernièrement, 670 millions de dollars, donc l'équivalent de 400 milliards de francs CFA, le taux d'intérêt, selon ce qu'on nous a présenté, c'est plus de 9%. Ben oui, tout cas parle de 13%. Voilà.
maturité. Non, le problème, c'est qu'ils ne peuvent plus aller s'endetter auprès de la CEMAC, puisqu'il y a d'autres pays qui sont là. Le Congo était en tête en 2024-2023 par rapport aux grands pays comme le Cameroun. Je tiens quand même à rappeler que le PIB au niveau de la CEMAC, le PIB du Cameroun est de 42%. Le PIB de la CEMAC, donc le PIB du Cameroun est de 42%. J'ai les chiffres ici. Le Gabon, en deuxième position, est à 17%. Le Tchad, en 2024, le Tchad nous a dépassé, est à 15%. Le Congo, 13%. Et la Guinée équatoriale, 10%. Le dernier, c'est la Centrafrique avec 2%. Donc voilà, en termes de richesse créée, nous sommes maintenant derrière le Tchad. Vous imaginez? Et qu'on vient nous dire que le pays va bien, on travaille. Non, pas du tout. Même lorsqu'ils ont fait l'émission des eurobonds, j'ai entendu dire le ministre des Finances que c'était voilà pour lui, hein, c'est comme ça qu'il a présenté ça. C'était un succès parce que cela relevait évidemment de la reconnaissance, de la fiabilité, la crédibilité. Non, oui, c'est vrai. Quand votre signature a une bonne image, effectivement, on peut facilement vous prêter de l'argent. Parce que l'économie, il faut quand même le rappeler ici, hein, ce n'est pas un amas de calculs mathématiques. C'est une science qui repose sur un élément important, fondamental, la confiance. Donc, effectivement, quand on veut connaître un peu de confiance, on vous donne la possibilité de vous endetter. Mais on ne s'endette pas pour s'endetter. L'endettement n'est pas une fin en soi. On s'endette parce qu'on a un projet. Mais malheureusement, comme on connaît chez nous, quand on s'endette, effectivement, ça va dans les poches des oligarques congolais. C'est ça le problème. Mais sinon, comment pouvez-vous comprendre que avec cet endettement, avec l'argent qui rentre, les hôpitaux sont des mouroirs, les universités ferment, les écoles, il n'y a plus d'enseignants, etc., etc. Voilà. Je tiens quand même à rappeler ici que, par exemple, quand les Japonais émettent leurs obligations, généralement, c'est pour les projets sociaux. On dit au peuple, écoutez, nous, on veut construire des écoles, on veut construire des hôpitaux. Donc, l'État veut que vous achetez ces titres. Les patriotes les achètent. Et en retour, ils n'attendent pas grand-chose parce que c'est une action patriotique. Ils contribuent au développement de leur pays. Chez nous, quand on émet les titres, je vous avais expliqué la dernière fois, les oligarques qui ont planqué l'argent les achètent pour avoir un taux d'intérêt important. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. En sorte, ils volent l'argent du Congo. Eh bien voilà. Ils détournent l'argent du Congo, ils achètent ces titres voilà. pour... Se faire énumérer avec un taux d'intérêt de 6%. C'est cela. C'est cela. Ils ont de l'argent. Ils ne savent pas comment l'utiliser, qu'ils ont planqué dans les tombes, par-ci, par-là. Et ils achètent les titres pour se faire énumérer 5-6 ans plus tard avec un taux d'intérêt de 6-7%. En sorte une stratégie de blanchiment de capitaux. Eh bien voilà, tout à fait. C'est ça le problème du Congo. Donc, je l'ai rappelé ici. Tout ce qu'on a décrié avant la conférence nationale est revenu comme la véritable mode. Voilà. Alors, Dias Diamongwansi, d'aucuns nous diront la critique est aisée, mais bon, est-ce que si on parlait en termes de propositions, s'ils peuvent écouter, bien entendu, parce que nous ne faisons que ça, malheureusement, mais on a l'impression qu'on verse à l'eau sur le dos d'un canard et quand il bouge. Ouais. Alors, mais on peut tout de même... Moi, le moyen haïssable, mais vous verrez bien que dans la plupart même de mes articles, quand je critique, je propose. Oui. C'est cela. Alors, il y a dans des pays, malheureusement, nos dirigeants, ils veulent toujours se référer aux pays développés, la France, les États-Unis. Non, il faut voir ce qui marche ailleurs, en Afrique, dans les pays comparables. Par exemple, l'Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale ou en Afrique de l'Est. C'est ça qu'il faut faire. Alors, depuis très longtemps, vous avez remarqué que
les Congolais, les gouvernements, enfin, les gouvernements congolais préfèrent toujours faire confiance aux étrangers. Vous savez que les investissements d'étrangers, notamment ceux qui viennent de l'Afrique de l'Ouest, on le vend en poupe. Et des cadres congolais compétents qui sont au Congo sont mis au bord de la route. Parce qu'ils ne sont pas du système, parce que... Non. Alors, il y a une mode à l'heure actuelle dans l'économie qui fonctionne qu'on appelle le contenu local. Je l'avais déjà évoqué. Oui, le local content. Voilà. Alors, je veux prendre l'exemple d'un pays qui marche relativement bien, la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, Tidjane Thiam, que tout le monde connaît, qui a failli être candidat en Côte d'Ivoire, le banquier international, était le ministre des grands travaux sous le gouvernement Bédié de 1994 à 1999. Donc, il avait sous sa coupe 4000 salariés. Dans les 4000, il y avait 150 Français. Alors, la masse salariale des Français était à peu près de 48%. Il s'est dit, c'est trop. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a licencié tous les Français. Il les a réembauchés sur le contrat ivoirien. Il a dit, ceux qui veulent que je les rembauche, mais sous le contrat ivoirien. Sur les 150, 9 ont été rembauchés. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis des Ivoiriens dans les postes stratégiques. Et quelques mois plus tard, l'établissement qui avait une affaire de 5 mois d'arriéré de salaire a retrouvé sa pleine forme. Voilà. Donc, c'est pour se dire que, de un, on doit faire confiance aux cadres congolais compétents. Le problème des gouvernants actuels, c'est le népotisme. C'est-à-dire que je ne prends que celui-là parce qu'il est de mon coin. Vous verrez bien, donc, ça, tout le monde le sait. Oui, évidemment, là se pose aussi un problème de vision. Est-ce que ce régime, j'allais dire, ce gouvernement, a une vision pour le Congo? C'est tout le problème qui se pose maintenant. Non, mais c'est cela. Mais le problème, c'est celui-là. Mais il ne faut pas qu'ils disent qu'ils n'ont pas de propositions. Là, je donne un élément. Tout à fait, Comment oui. est-ce qu'on peut sortir de ce marasme économique, par exemple, par le contenu local? Alors, je prends encore un autre exemple, ce qui est la mode, ce qui se passe ailleurs, dans les pays africains. Alors, il y a, en termes théoriques, vous savez, toutes les économies ont ce qu'on appelle le soubassement théorique. Hein? Donc, ce que les Rwandais appliquent au Kenya, au Sénégal, il y a ce qu'on appelle le leapfrogging. Toi, qui est dans un pays anglophone, on appelle ça le saut de grenouille. C'est-à-dire que les économistes savent qu'il y avait avant un théoricien, un économiste qu'on appelait Rostow. Rostow disait, pour qu'il y ait un développement économique, il faut 5 étapes. Notamment la 5e étape, c'est l'étape de consommation de masse. Or, à l'heure actuelle, il y a à peu près une dizaine d'années, beaucoup de pays, notamment le Rwanda et autres, se sont inspirés de la théorie que l'un des grands économistes du XXe siècle, qu'on appelait Schumpeter, avait donc écrit dans son livre Capitalisme, Socialisme et Démocratie, paru en 1942. On appelait quoi? La destruction créatrice. Destruction créatrice. Hein, ça ressemble à deux mots contradictoires. Tout à fait, oui. Mais ça veut dire que l'innovation vient détruire les entreprises qui existent et avec l'innovation, on crée d'autres emplois. Voilà. Oui, mais est-ce qu'on peut avoir un petit exemple pour l'intérêt aussi de tout le monde qui suit, comme tu dirais en petit français? Voilà, en petit français. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que, par exemple, au Rwanda, on n'est plus obligé de passer par les 5 étapes. Donc, on passe à l'étape supérieure pour arriver à développer un pays. Notamment au Rwanda, je prends l'exemple du Rwanda, avec la 4e révolution industrielle et avec l'intelligence artificielle, ils ont développé donc des drones qui font qu'on va aujourd'hui livrer les médicaments, la nourriture, les articles, voilà, oui. dans les coins les plus reculés. Voilà. Donc, aussi bien, ça permet par exemple une certaine bancarisation de masse.
C'est-à-dire que le villageois a accès à la banque où il n'y a pas tout ce qu'il faut, mais étant donné que l'Internet mobile existe partout, on n'a plus besoin des infrastructures lourdes. Celui qui est à Dongu, celui qui est à Wesso peut faire ses opérations parce que simplement, il y a cette facilité avec la 4e révolution industrielle. Voilà. Donc, tout ça, au Sénégal, on voit bien au Sénégal. D'ailleurs, même en République démocratique du Congo, il y a des coins reculés où il y a l'électricité qui arrive simplement avec l'utilisation de l'intelligence artificielle, avec les nouvelles technologies. Voilà. Nous, on est resté là où on voit la fonction publique, il n'y a aucune digitalisation, il y a des salaires qui sont encore remis en main propre, etc. etc. Oui, Voilà. c'est tout un problème. On apprenait d'ailleurs que même les membres du gouvernement, mais aussi du Parlement, sont payés à la main, là. C'est-à-dire. Donc, ce sont des petites choses quand vous avez la volonté. Je dis que c'est toujours un problème de volonté. Un dirigeant qui veut que son pays avance a la volonté de changer de paradigme. Mais nous sommes là. Pourquoi? Parce qu'on comprend, par exemple, au niveau de la fonction publique, pourquoi il n'y a aucune digitalisation? Parce que ça permet à ces gens-là de voler. C'est cela. Il faut aucun effort. Même au niveau du recensement, on sait bien que c'est la même chose. Pourquoi rien n'est fait pour qu'on ait un recensement correct? Parce que ça permet d'avoir des chiffres faux et de voler. Donc, on sort de la misère actuelle au Congo, sinon la crise, comme diraient d'autres, c'est une crise artificielle, c'est-à-dire c'est un système politique qui est comme ça, une stratégie politique, voilà, parce qu'on veut continuer à voler, à détourner, on ne veut rien arranger, on ne veut pas évoluer, on ne veut pas innover, parce qu'en innovant, on n'aura plus les possibilités de tricher, de voler. Voilà, par exemple, disons l'informatisation du secteur prenant seulement la fonction publique. Oui. C'est quand même bizarre que jusqu'aujourd'hui, lorsqu'on est retraité, il faut faire des démarches pendant 6 mois, 1 an, 2 ans. Et il y en a même qui attendent 11 ans leur pension, alors que c'est des choses très faciles. On pouvait digitaliser le secteur et en un clic, comme on dit, tout est fait. Et puis le lendemain, on a sa pension. Oui, en fait, manque de volonté combiné à cette corruption nous donne la situation actuelle. Comment pouvez-vous comprendre que à la douane, qu'on n'ait que 170 milliards de recettes à la douane avec 600 milliards d'exonération? Voilà. Savez-vous? Ça dit tout, ça dit tout. Oui, 600 milliards d'exonération, c'est-à-dire que les oligarques, les gens qui sont dans cette corruption, système de corruption, finalement, font que rien ne fonctionne même au niveau de la douane. 170 milliards seulement de recettes au niveau de la douane, avec 600 milliards d'exonération. Comment voulez-vous comprendre? Hein? Donc c'est... Et comme disait... il y a un dignitaire du PCT qui disait finalement, ils prennent le lait, donc de la vache, et ils vendent aussi la vache. Bon, à ce moment-là, qu'est-ce qui reste? Plus rien. D'ailleurs, pour parler des vaches, je ne sais pas si vous l'avez lu dans les réseaux sociaux, que le Brésil avait offert, je n'ai pas le nombre exact de vaches, et que plein de dignitaires ont pris des vaches qui devaient rembourser après quelques années. Non, ils ne les ont pas remboursées, mais ils ont encore les vaches. Voilà. Les dignitaires, des ministres du gouvernement actuel et d'autres dignitaires ont pris ces vaches et ne les ont jamais remboursées. Donc le système... J'espère qu'ils ne les ont pas mangées alors. Mais non, mais il y en a qui ont créé des ranches, des petites choses comme ça. Mais et ça au nom de l'État. Et non. Ah oui, parce que effectivement, c'était demander. L'idée de départ, c'était de favoriser les paysans congolais à élever des vaches, etc., etc. Mais malheureusement, les dignitaires ont pris ces vaches pour dire qu'on va les rembourser. En fait, au bout de 5 ans, si tu prends 10 vaches, tu remboursais, je crois, les 10
et puis avec un petit bénéfice, quelque chose comme ça. Mais malheureusement, personne, ou peut-être quelques dignitaires qui ont remis, en tout cas, personne n'a rendu ses vaches. Voilà. Comment voulez-vous que... C'est un manque de culture des affaires ou simplement... Non, mais simplement parce que nous sommes comment dirais-je, dans l'impunité totale. Dans l'impunité totale. Les gens qui sont là savent que même si tu voles, rien ne va t'arriver. Je sais pas, vous vous souvenez du discours de Sassou, il y a peut-être 1 an ou 2 ans, quand il parlait des bourses, que chaque année, on avait besoin de 3 milliards. Et on sortait 9 milliards. 9 milliards. Donc 6 milliards s'évaporaient. Et il a fait quoi? Rien. C'est là le comble du Congo. Nous sommes dans l'impunité. Les gens qui volent savent que rien ne va leur arriver. Ils continuent à voler. Voilà. Finalement, c'est un système entretenu depuis le sommet de l'État, malheureusement. Tout à fait, c'est cela. Mais personne aujourd'hui ne va dire, ben, écoutez, l'exemple connu, c'est les 5 Congolais qui ont planqué 5 000 milliards. On les connaît tous. Dans le même sens, il y a un jeune garçon dont on ne parle pas assez, c'est le fils de Maxime Gandion. Son compte bancaire privé était alimenté à plus de 1000 milliards de francs CFA. Le fils de Maxime Gandion. Et ce compte a été bloqué par la Suisse. Et cet argent, je crois que jusqu'aujourd'hui, c'est dans l'affaire Glencore, si encore, et jusqu'aujourd'hui, cet argent n'a jamais été rapatrié, jamais récupéré. Ben oui. Donc, 1000 milliards de francs CFA, plus de 1000 milliards de francs CFA du Congo gelés, bloqués en Suisse. Ah oui. Non, on en est là. C'est-à-dire que tant que ces dirigeants qui sont actuellement au pouvoir seront là, le Congo ne va jamais avancer. Pendant que d'autres pays, mais regardez sur tous les plans, comment peut-on comprendre que même sur le plan du football, les petits pays comme le Cap-Vert aujourd'hui sont qualifiés au mondial, le Congo est absent partout. Et ça, ils n'ont pas honte, ils ne sont pas du tout gênés. C'est cela. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, ils ont mis en place un système où ils n'ont de compte à rendre à personne. Des pays comme le Sénégal, ou la Côte d'Ivoire, ou encore d'autres pays démocratiques, à la fin de la législature, on vous demande des comptes. Vous avez fait quoi de cet argent-là? Comment tel projet n'a pas été réalisé? Voilà, on vous pose des questions. Ce n'est pas le cas au Congo. Et ils le savent. Celui qui allait, ou ceux qui allaient demander des comptes, sont dans cette mafia. Voilà. Nous sommes dans un système de mafia où, si tu oses dénoncer ceux qui volent, c'est toi qui vas avoir des problèmes. Malheureusement, c'est ça la réalité au Congo, Brazzaville. Nous sommes à la fin de cette émission. Jess Diamongwanti, je vais vous laisser donc la minute que nous reste pour conclure. Mais sûr, évidemment, puisque nous allons déjà là vers une prochaine élection présidentielle, dans le contexte que vous connaissez. Après, les langues disent que rien ne va changer. Mais comment apporter ce changement? Parce que finalement, comme vous l'avez démontré, que tant que Sassou Nguesso sera là, rien ne va s'améliorer, rien ne va changer, et les choses iront de plus en plus mal, comme tu dirais. Comment changer les choses? Alors, les choses ne peuvent changer au Congo que si les Congolais prenaient la pleine mesure de la situation dans laquelle on se trouve. Et ils doivent prendre à bras le corps, comment dirais-je, mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour créer le rapport de force. Malheureusement, quand on va dire, le rapport de force, c'est toujours les armes. Non. Quand un peuple est décidé pour changer les choses, on arrive. Mais pour ça, il faut de la volonté. Il faut de l'unité. Malheureusement, avec le système actuel, l'unité nationale est mise à mal. Comme disait Jean Jaurès, l'unité nationale doit être construite sur l'unité sociale. Or que, comme vous le savez, l'unité sociale n'existe pas au Congo. Il y a une certaine catégorie de personnes, pour telle ou telle raison,
qui tirent leur épingle du jeu, alors que la plèbe est dans une indigence abyssale. Donc, je crois que le peuple congolais ne doit pas perdre espoir parce qu'on est arrivé au fond. Et quand on arrive au fond, on ne peut plus descendre plus bas, on est obligé de remonter. Et pour ça, il faut que les gens, comment dirais-je, se disent toujours que nous avons ce pays-là à construire. Le pays, nous avons une nation à construire. Parce que la nation congolaise n'existe pas encore, hein, je suis désolé. Nous avons une nation à construire et pour ça, il faut qu'on regarde dans la même direction pour qu'on arrive à un moment donné où les Congolais eux-mêmes doivent choisir leurs dirigeants. Malheureusement, on est là pour parler de l'élection présidentielle. Je pense qu'il n'y a rien à faire. Quand je le dis, ceux qui vont se présenter avec un système qui n'a pas changé, Oumboullou viendra proclamer les résultats à 4 heures du matin, les résultats faux. Écoutez, je ne sais pas ce qu'on peut faire. Donc, moi, je pense que les Congolais doivent se rendre compte que le pays est en train d'être détruit tous les jours. Et il faut aussi qu'ils se rendent compte qu'il y a des pays qui ont disparu. Hein. Il ne faut pas qu'on croie, non, voilà, peut-être un jour on va se retrouver. Mais pour ça, il faut qu'on ait la volonté de sortir notre pays de ce trou. Voilà. Bien Moi, malheureusement, alors Dias Diamongwansi, en un mot, que pensez-vous de l'économie congolaise? L'économie congolaise va très mal. Tous les indicateurs sont au rouge. Pour résumer, hein, les mécanismes de stabilisation macroéconomique sont inefficaces. Il y a une impossibilité de financer les dépenses courantes en dehors des recettes extractives. Donc, c'est par ces deux éléments. Et en plus, il y a un souci au niveau de la justice sociale. Voilà. Voilà au moins 3 points sur lesquels on doit travailler, nous les Congolais, les patriotes, ceux qui aiment ce pays-là. Voilà. Merci Dias Diamongwansi d'avoir été avec nous sur R7. Un grand plaisir, surtout d'avoir répondu à toutes nos questions. Grand merci de votre disponibilité. C'est la fin donc de cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir accordé encore votre confiance, de nous avoir suivis. On se dit donc au revoir et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Au revoir, mon cher Christian.